Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le vendredi 2 juin. Je vais vous présenter la météo. Après un record de douceur cet hiver, les températures de ce début d'année ont été supérieures à la normale sur toute l'Europe avec un temps plus sec et plus chaud. En France, le printemps 2020 est déjà le plus chaud jamais mesuré selon Météo France. Depuis mi-mars, les précipitations sont plus rares sur l'ensemble du pays. Soleil, température élevée et temps sec, un cocktail qui favorise l'assèchement des sols superficiels. 7 avril, l'astre du jour a brillé 228 heures en moyenne nationale, chiffre largement supérieur à la moyenne de 182 heures. Voici un sol extrêmement sec en Meurthe et Moselle. Cet après-midi, il fait très chaud en France. Une partie nord très ensoleillée, il fait 18 degrés à Cherbourg et 19 à Rouen. Il fait 26 degrés à Paris, à Nantes et à Saint-Étienne. Dans le sud du pays, attendez-vous à un ciel pluvieux et gris. Il fait 27 à Bordeaux et il fait 22 degrés à Bayonne, à Perpignan, à Monaco, à Ajaccio. Quant au vent, il fera quelques rafales en Bretagne. Il souffle vers le nord-est avec une vitesse de 45 km/h. Sinon, sur le reste du continent, il souffle de manière très calme, agréable et tout azimut, entre 5 et 10 km/h. Et dans les dom-toms, il fait chaud. Il y a une très légère brise de 8 km/h en moyenne. Attention à l'orage aujourd'hui en Guyane, où il fait actuellement éclair. Aujourd'hui, c'est le J+22 du déconfinement. Et aujourd'hui, c'est la phase 2 du déconfinement. Avec plus de 3 milliards de personnes confinées, la Terre a vécu un repos bien mérité. On a observé des dauphins en Sardaigne, un puma à Santiago. À Venise, les eaux sont limpides. Les cerfs, les canards ont pu gambader à leur aise dans les villes. Les abeilles ont aussi profité du confinement pour butiner et faire du bon miel. Le taux d'émission de CO2 a baissé et la qualité de l'air s'est clairement améliorée. Aux 4 coins du globe, les usines sont fermées, les rues sont vides, les aéroports sont à l'arrêt. Les activités humaines ont drastiquement baissé, ce qui a offert un peu de répit à notre planète. Quand la crise se termine, espérons que le rebond économique ne fera pas trop de dégâts. Espérons une économie bas carbone. Mais c'est peu probable, ce Covid-19 risque d'être catastrophique pour l'environnement, puisque les activités reprennent de plus belle pour sauver l'économie. Le plastique est un gagnant du confinement. Malheureusement, nos déchets n'ont pas tous pu être triés. Beaucoup de nos masques et gants de protection se sont retrouvés jetés par terre. Et tout ça, ça pollue. Internet est le grand gagnant de ce confinement. Tout se fait sur Internet maintenant, même les dansettes. Et ça aussi, ça pollue. Rappelons qu'un mail traverse 15 000 km de câble pour arriver à destination et relâche 4 grammes de CO2. Éphéméride. Aujourd'hui, c'est le 154e jour du calendrier grégorien. Il reste 212 jours avant la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est la Saint-Blandine. Joyeuse fête à toutes les saintes Blandines. Aujourd'hui, le soleil se levait à 6h19 et le soleil se couchera à 21h42. La prochaine pleine lune sera ce vendredi 5 juin à 21h12. Enfin, voici quelques conseils jardinage pour aujourd'hui. C'est le moment de surveiller les pucerons sur les rosiers. C'est le moment de terminer la mise en place des melons. C'est le moment de semer des brocolis. Et enfin, aujourd'hui, les restaurants rouvrent. À très bientôt au resto.
allume le directo la dynamite. Personne n'a besoin d'une bombe atomique. D'un docteur plastique. Could be. Now visualize an organization of people committed to a purpose. And the purpose is doing no harm. I see a company that has severed the umbilical cord to Earth for its raw materials, taking raw materials that have already been extracted and using them over and over again, driving that process with renewable energy. It is our plan, it remains our plan to climb Mount Sustainability, that mountain that's higher than Everest, infinitely higher than Everest, far more difficult to scale. That point at the top symbolizing zero footprint. I like to think, and the sooner the better, of a cybernetic meadow where mammals and computers live together in mutually programming harmony like pure water touching clear sky. I like to think, right now please, of a cybernetic forest filled with pines and electronics where deer stroll peacefully past computers as if they were flowers with spinning blossoms.
I like to think it has to be of a cybernetic ecology where we are free of our labors and joined back to nature, returned to our mammal brothers and sisters, and all watched over by machines of loving grace. Ah, c'est froid. Là, c'est le prélèvement à la source des nouveaux impôts. Pur cristal. Oh, dauphin, d'ailleurs, c'est pas un dauphin.
La fenêtre était restée ouverte, le vent s'engouffre dans la pièce. Le Monstera deliciosa se courbe au rythme de son souffle. Ses tiges sont immenses et elles se cambrent jusqu'à effleurer mon lit mais ne se cassent pas. Une bourrasque plus forte le fait tomber. Je me précipite pour le secourir. Je ferme le Velux en faufilant mes mains à travers le branchage de la plante. J'essaye de la redresser, mais ma vision est brouillée par son corps. Je me fie au toucher. Je sens que le pot en terre s'est cassé et m'empêche d'extraire la plante. J'attrape sa tige principale et me rends compte qu'elle aussi est brisée comme une céramique. Elle est froide et lisse et ses bords meurtris me coupent les doigts. Elle marchait interdite dans les dunes. La mer, une masse noire, dense. Plus d'horizon pour la différencier du ciel. La lumière dure asséchait leur peau, en fond d'écran les silhouettes des usines. Les immenses machines, comme un troupeau de vaches, paisibles et presque éternelles. Je l'appelle devant moi et je lui demande qu'est-ce que c'est ici. Elle se retourne, du sable s'était déjà niché dans ses rides. Il n'y a que de la nature ici, elle me dit. Je comprends que nous n'existons pas plus que le reste. Les pas sur le sable et le vent dans les buissons produisent une nappe de son confortable. Un son qui frotte contre tout et toutes et nous oublions que nous marchons. Je me sens fatiguée, enfermée dans le bruissement de l'air comme dans des draps. La lumière est toujours grise et le temps semble couler à la vitesse du vent. Nous ne savons pas si le soir se lèvera demain. De nouveau, les formes se rattachaient ensemble. C'était comme si ses yeux ne pouvaient s'empêcher de fondre les choses entre elles. Un flot de pensées ambiguës qui ne différenciait que l'intensité et la couleur des choses. Les contours semblaient inutiles. Pourtant, les médecins avaient dit que ce serait réglé pour de bon. Le problème venait d'une déformation de la rétine, et les moyens techniques d'aujourd'hui permettaient de la corriger aisément. À l'examen de contrôle, on lui a dit que tout était en ordre. Elle n'a pas osé dire que ça recommençait. Le problème venait d'ailleurs. Peut-être que ses yeux le pouvaient, mais elle n'arrivait pas à lire les images. Sa pensée ne cessait de dépasser les limites. Et cela ne faisait qu'encourager son corps à se heurter aux obstacles du quotidien. Elle se cognait constamment. Il n'y avait pas de distinction entre le point le plus loin du paysage et le premier plan. Alors, c'est comme si elle y était déjà, au point le plus loin. Nous voulions des draps bleus. Nous avions demandé à ce que la lumière soit plutôt jaune ou orange. Qu'elle soit douce, enveloppante. Après un temps, c'était comme si le rouge avait pris le dessus. Nous avions la tête lourde et la peau chaude. La lumière jaune était devenue plus agressive que celle blanche des néons. Elle était fausse et lourde. Elle pesait sur nous comme l'illusion de soleil qu'elle était. Nous aurions préféré qu'elle ne mente plus et redevienne blanche. Une lumière blanche légèrement bleue.
pourquoi j'éprouve le besoin de documenter ce que je fais, mais du coup je vais le faire quand même, parce que j'ai l'impression que je peux pas trop m'en empêcher. Mais je voulais sortir de base en fait, donc je sais pas trop où, mais je voulais juste prendre mon vélo et puis aller faire un tour parce qu'il faisait soleil. Je me disais que ce serait con de passer la journée à l'intérieur sans sortir un peu et profiter de ça. Donc, je savais pas trop où aller, du coup j'ai pris mon vélo, j'ai commencé à rouler. Au début de base je voulais juste suivre le soleil pour profiter un peu de la chaleur. Et finalement en fait j'ai commencé à traverser le pont et j'ai repris le chemin inverse en fait de mon premier appartement que j'ai eu hors de Bordeaux à Lormont. Je sais pas, un truc nostalgique où en même temps je savais qu'il y aurait peut-être plus de soleil là-bas parce que c'était plus haut, et en même temps c'était aussi facile en fait d'emprunter ce chemin parce que c'était un truc que j'avais déjà fait plein de fois avant, et du coup ça paraissait naturel, je pense. Donc je me suis laissé un peu faire quoi. Enfin, au début je me disais aussi que ça allait peut-être être un petit voyage nostalgique, de passer, me rappeler certains trucs sur le chemin, mais bon, de toute façon comme d'habitude après sur la route, c'est pas non plus pour profiter du paysage, et surtout été un peu vite pour me dépenser un peu et puis pour arriver vite en haut quoi. Bon, donc je suis arrivé en haut, puis je me suis posé, je suis arrivé jusqu'à mon ancien appartement, je suis allé devant, voilà, il s'est rien passé de particulier quoi, je suis resté un petit peu devant, c'est pas ressenti grand chose. Rapport voilà comme d'habitude, les classiques du temps qui passe, tout ça. Mais là je suis redescendu à l'arrêt de tram en fait, que je prenais tout le temps avant d'avoir un vélo pour me rendre au centre-ville. C'est vraiment un gros croisement en fait, c'est une grosse station de tram avec plein de bus, la route qui passe juste à côté, cette espèce de gros carrefour en fait de voitures et de bus et de trams, avec un peu d'herbe en même temps et des arbres, donc c'est un peu un mix assez sympa, puis il y a le soleil qui tape bien, c'est bien exposé. Du coup c'est vrai que c'est assez propice au final. Quand je me suis juste posé quoi, sur un muret à côté des trams, et ouais je me sens bien quoi. Je me disais que c'était marrant parce que en fait ça fait... Je me sens un peu pareil que quand je vais à la mer en fait. Alors je sais pas trop si ça peut s'entendre sur l'enregistrement, mais c'est un peu tiré par les cheveux, mais il y a quand même une espèce de similarité assez bizarrement agréable en fait entre... Alors bon je parle pas des bus, mais par contre entre les voitures qui passent au loin et la mer en fait avec les vagues qui viennent. Il y a un truc où c'est pas très très loin quoi. Puis en même temps il y a une espèce de... C'est captivant visuellement en fait de voir toutes ces voitures, ces gens qui passent. Ça attire là, ouais, pour le coup c'est même plus captivant que la mer quoi, parce qu'il y a plus de choses, plus d'éléments singuliers différents à voir quoi. Mais ouais voilà. Je me sentais un peu obligé de prendre ce téléphone et de m'enregistrer en train de dire ça parce que plus je me laisse aller dans mes pensées comme ça, plus à la fin elles commencent à coller un peu les unes aux autres et du coup elles restent un peu là. Et c'est chiant quoi, genre ça me décroche un peu de ce que j'ai devant moi. Donc au moins là l'avantage c'est que pendant que je parle, et je réfléchis moins et du coup je profite un peu plus de l'ambiance. C'est pas mal. C'est assez paradoxal d'ailleurs ce que je me disais ça, parce que j'ai l'impression de respirer un peu de l'air. C'est assez bizarre. Pourtant je suis à un gros carrefour avec vraiment, comme je disais tout à l'heure, plein de circulation, donc ça va être assez chargé en gaz. Mais en même temps je me disais que c'était peut-être suffisamment haut en fait comparé au centre-ville de Bordeaux pour échapper un peu à l'espèce de brume, brouillard, de smog là, de pollution. C'est là quand je regarde maintenant là, j'ai vraiment une vue en fait sur... on n'a pas l'impression en fait d'être si haut que ça, mais pourtant de là où je suis, on a l'impression d'être vraiment au niveau de la majeure partie des toits, au-dessus mais en fait de la majeure partie des toits de Bordeaux centre-ville quoi.
Enfin, l'horizon est vraiment au niveau des plus hauts bâtiments, quoi. Ça a l'air assez brouillardeux d'ici. En vrai, du coup, j'ai l'impression de bien respirer. Je me sens un peu comme à la montagne, alors qu'en fait, je suis à la en centre-ville. Ouais. Seul un être particulièrement troublé pouvait être capable d'émettre un tel son. C'était le premier. Un autre avait suivi, puis un deuxième, et l'air était maintenant empli, tendu, gonflé par cette clameur qui montait de toutes parts. Je n'avais pas tout de suite compris où j'étais. Depuis la minuscule banquette sur laquelle j'avais semble-t-il dormi, accolée au mur, je n'avais vu que sur les portes d'un placard lui faisant face. Si je tournais la tête vers la droite, mon regard rencontrait immédiatement les pieds d'une grande table en bois massif, longue, rectangulaire, entourée d'un banc et de plusieurs chaises et tabourets disparates. Un aplat d'ombre à cette heure-ci, entrecoupé de petits morceaux de ciel moite. Un pilier de bois se dressait au milieu de cet espace étranger. Il me semblait que chaque forme sur laquelle mes yeux se posaient était tirée depuis cette section carrée qui poussait du sol au plafond bas, que tout gravitait autour de ce centre dont tout avait émergé. Au-dessus de moi, une petite ouverture me donnerait une idée plus précise du monde dans lequel j'étais né ce matin-là, mais mon corps refusait encore de se hisser jusqu'à elle. Elle dégueulait les raies d'une lumière sans soleil. Comprenant que je ne retrouverais mes esprits que bien plus tard, j'y renonçai pour le moment et retombai dans des pensées floues.
un élan de courage en forme de spasme, je me levai. Je compris sur quel ciel se découpaient les ombres entremêlées du cortège des pieds de bois que j'avais vu plus tôt, depuis mon lit. Je parcourus les 3 ou 4 pas qui me séparaient d'une grande baie, de 2 grandes baies. J'en fis difficilement coulisser une. L'air du dedans et l'air du dehors se pénétraient l'un l'autre. En posant un pied sur le balcon de bois, percé par endroits de longs trous pointus, je sentis pour la première fois l'humidité particulière, l'odeur et le souffle d'un océan que je ne connaissais pas. Il s'étendait devant moi, lui-même noyé par la brume épaisse qui empêchait, pour le moment, de distinguer l'horizon. Lui et le ciel n'avaient pas encore repris leurs places respectives, et ce à quoi j'assistais maintenant était un spectacle interdit. Une étreinte moite que chacun faisait semblant de ne pas voir, dont chacun faisait mine d'ignorer l'odeur, et que seule la complainte aiguë qui m'avait éveillée semblait célébrer. Elle n'avait pas cessé, et s'intensifiait encore. Elle ne provenait pas réellement de l'océan. Elle montait en face d'en bas, derrière moi d'en haut. Les 1000 voix dissonantes s'accordaient parfois pour un instant. Mais cette harmonie ne convenait pas à l'être qui les émettait. Ces voix se désaccordaient aussitôt. Devant moi, sur les toits de tôle, ignorant le monde, des chats se déplaçaient sans se presser, chez eux, maîtres de petits carrés de métal ondulés. Étais-je vraiment la seule à avoir le ventre percé par ces pleurs ? Il faisait tout à fait jour désormais. Pourtant, de là où j'étais, aucun humain, aucune personne n'apparaissait. Seule, sur l'étendue immense et floue qui me faisait face, des formes massives et plates se déplaçaient en fumant. Je n'osais bouger que par petits pas pointus, car le balcon sur lequel je me tenais était menaçant. Un garde-corps, quelques planches de bois disposées en quinconce et tenues par des clous tordus, étaient emballées ou emmaillotées dans une bâche de plastique translucide. Elle remuait, ondulait, claquait, comme pour signifier qu'elle était elle aussi témoin de l'étreinte humide qui s'accomplissait loin devant. Les pleurs se firent moins compactes, moins unis. La voix se divisait en une multiplicité de sons que séparaient des silences de plus en plus longs. Ciel et océan se séparaient doucement. Je commençais à comprendre que ce que j'avais d'abord pris pour un ensemble de formes grises était en fait de petites habitations dont les couleurs apparaissaient peu à peu. Dressées les unes sur les épaules des autres, hissées sur de longs pilotis de bois, elles abritaient certainement les vies que je cherchais du regard depuis tout à l'heure. Mais qui l'aurait parié ? Rien ne permettait de l'affirmer avec certitude. Je fis volte-face, tournant le dos à ce que j'avais pourtant contemplé un long moment. Je ne pouvais plus rester là. J'enjambai à nouveau le bas de la baie coulissante pour entrer dans l'unique pièce de la maison. Ces murs, des plaques de bois rectangulaires dont les couleurs avaient dû être très vives, étaient désormais d'un bleu, d'un jaune ou d'un vert passé. Jointes bord à bord, elles avaient dû coexister dans l'indifférence la plus totale, mais semblaient avoir trouvé une entente à mesure que le temps les avait unies dans l'âge. Je compris que c'est ici que j'allais passer les mois à venir, que j'aurais du mal à m'en extraire. Mon corps, déjà, tournait autour du pilier central sans que je m'en sois aperçu. Au prix d'un certain effort, je sortis de cette orbite et repris place dans le lit étroit, d'où j'avais pour la première fois contemplé cet endroit. Je laissai à nouveau divaguer mon regard sur une petite étagère fixée au mur que je pouvais distinguer en partie, étaient rangées quelques tasses, 3 verres et un pot de sucre. Immobiles et sages comme les quelques autres objets semblaient l'être, ils n'inspiraient pour l'instant aucune frayeur. Je les parcourais comme chaque centimètre carré que je pouvais atteindre du regard,
Fatiguée, mes yeux cherchaient à mesurer chaque surface, chaque couleur, chaque objet utile ou l'ayant été. Retrouvant presque le sommeil, je fus prise d'un sentiment étrange lorsqu'ils se mirent à osciller et vibrer, à s'entrechoquer doucement. La terre tremblait. C'était le matin. On entendait le chant des chiens.
Y a-t-il lieu, lorsque la parole s'échancre comme une entaille à la terre et, sans jamais parvenir à battre son plein, se fait recouvrir encore, puis s'ouvre à nouveau. Dans le texte, où, au lointain de ce qui nous en sépare, mentent les horizons, rampent d'ici jusqu'à la boucle du large partout les mêmes limites, partisane d'un lieu que le vide vient par instant labourer, et que d'aucuns qui s'apprêtent à écrire envisagent déjà, mais au dépli d'un seul point, pareil à l'étendue immobile d'un vaste champ d'écume. Y a-t-il, tantôt jusqu'au texte, tantôt à l'égard de ce qui en longe les bords impossibles, autrement à l'orée déployée de cette force étrange qui nous pousse à devoir en fréquenter le seuil, mais qui est comme par tout son milieu une région où la langue est un songe que l'inquiétude traverse, et outre qui rien, pas même l'inquiétude ne passe, sans qu'il n'y soit au moins une fois éprouvé le désir de faire retour vers ce point où la nuit de nouveau recommence, où de nouveau la parole, fière de convoiter pour la première fois ce point, s'éternise à le couver afin que le songe dure, probablement, puis l'écrase. Au nouage d'un temps incompréhensible et comme sans repère, sans aucun autre repère que les vents irréguliers et contrariants qui, à chaque extrémité de la nuit, soufflent, balayent, puis abolissent de manière insensée la certitude qu'amène toute frontière. Trouble, désempare le mouvement, lui insufflant la part obscure, infiniment neuve de ce qui dans le tremblement nous fait bouger. Fût sous l'effet d'un frisson appartenant à un corps, lequel, dans l'affluent, nous transporte en direction de ce qui, à mesure que l'on s'en approche, apparaissent ces au-delà. Car où se rythme la poursuite d'un itinéraire sans carte ni territoire, le moindre pas est franchissement d'une ligne à qui tout manque le trait. Se profère néanmoins, autre parole du vide que le vent soufflant rengaine, une puissance que la brume garde au secret de toute ponctuation. Puisse-t-il être un rythme, au péril de chaque retour qui se fait à un grain de sable perdu, là où le vent parle anonymement, par la force intransitive de son verbe nous pousse à y rester, mais ne nous retient pas pour peu qu'il tend à s'épuiser dans une dépense au terme de laquelle un autre vent viendra nous échoir. Rien n'est prononcé. Se conjugue au bâillement du vide pourtant, et ce malgré les infimes sinistres qui douanent sa progression, la marche, celle de notre propre parole qui dans tel espace transgresse le dépourvu et lui arrache le chemin. Seul rempart contre l'égarement, mais où l'on s'égare davantage, du fait d'un chemin unique, strié à l'unisson de ses dévoiements. En une longue éminence, s'est-il construit en collectant les termes de la totalité de nos fuites, et les ordonnant ainsi comme l'infini, dans un trop large couloir de verre. Et n'arrive-t-il pas par endroits, dès lors que le vide brusquement coagule, lorsque se durcit enfin sous nos pieds la sève orpheline du temps, s'abandonnant derrière lui par fragments, que la parole se réfugie sous l'autorité d'un reste. Que pouvait-il continuer d'un désir revenant une fois le but trahi, mûri de s'être détourné de son objet, d'en avoir déserté au plus près de lui la cause? N'empruntera les ornières celui-là qui, sur un champ ratissé, est maître de revenir sans jamais pouvoir se retourner. Qu'il m'ait fallu frôler le texte, là-bas d'y avoir si longuement séjourné pour me convaincre à un moment que j'errais devant une glace, où me savais-je au contraire prisonnier, circulant dans l'épaisseur d'une muraille, encadrant un monde que je ne voyais qu'à travers de semblables meurtrières, trop étroites pour de là m'y jeter.
quelque part vivait un obstacle auquel le désir, pensant s'y être heurté, ignora qu'il fût cardinal. Sentait-il à présent son destin alourdi d'une charge anormale, sans voir qu'à la fin au loin changé, ce fut son passé qui le rappelait. Un vécu encore.
Après la troisième vague mondiale, lorsque la maladie fut incontrôlable et inarrêtable, quand le nombre de victimes dépassa les 5 milliards, les dirigeants de chaque territoire se réunirent afin de gagner du temps. C'est ainsi qu'après de nombreux échanges et propositions, le bateau du Nouveau Monde naquit. Les critères de sélection des candidats étaient rigoureux. Il fallait bien évidemment ne pas avoir contracté la maladie, être célibataire, ne pas avoir d'enfants, être prêt à abandonner son monde tout en connaissant parfaitement sa culture et ses traditions pour pouvoir les faire prospérer dans le monde de demain. Les candidats ne faisaient pas cela pour l'argent, il n'y avait pas de salaire. Rester en vie, ainsi que sauver l'humanité, était déjà assez. L'annonce de chaque élu, sur chaque territoire, faisait l'effet d'une bombe. C'était à la fois un message d'espoir pour le futur et le signe que l'effondrement avait bel et bien eu lieu. Chaque candidat obtenait les derniers followers sur les réseaux sociaux. Gloire éphémère qui permit aux derniers marchands de rêve de faire du profit. Ces images et ces mots, je les ai reçus de mon ami sur le bateau, avant qu'on en perde sa trace. Je suis arrivé à Hawaï la veille du départ. Le personnel de l'aéroport, du taxi et de l'hôtel, tout le monde portait des masques et des gants. Pour notre dernier jour sur Terre, nous avions le droit de demander n'importe quoi. Je voulais marcher sur Waikiki Beach. Il n'y avait que moi et mes gardes du corps. Je me suis imaginé cette plage, en temps normal, avec des gens partout autour de moi. Des sauveteurs sur leur mirador, des jeunes qui jouent au volley, des enfants qui apprennent à nager. L'eau était chaude et je me suis griffé avec des rochers volcaniques sous l'eau. Sur Internet, j'avais vu que pour leur lune de miel et leurs photos de mariage, beaucoup de jeunes couples venaient ici. Malgré les mesures sanitaires, une centaine de personnes, dont la plupart des journalistes, avaient été autorisées à venir sur le quai pour l'ultime adieu. Une chorale avait chanté plusieurs chansons, mais je n'en reconnus qu'une, Here Come the Sun, des Beatles. L'atmosphère était chargée d'espoir, et c'est à ce moment-là que je fis connaissance avec mes futurs collègues et amis. Ils étaient ingénieurs, médecins, écrivains, cuisiniers, linguistes, chercheurs, botanistes. Nous partîmes de Hawaï, car à l'instar de la population locale, le bateau était composé de nombreux groupes ethniques. J'appris plus tard l'existence de l'Ho'oponopono, la spiritualité hawaïenne qui signifie littéralement « rétablir l'équilibre ». We really miss our family, but like we will really looking forward to getting this like project. So see you. Un au revoir très émouvant. Et nous sommes très contents. Vous pouvez le voir ici sur le pont à l'avant. Le Mexicain. Acho que cumprimos com os caras no mapa. Acho grande também. Nous devions attendre une vingtaine d'années au minimum avant de poser le moindre pied sur Terre. Le bateau voguait sur les océans sans avoir de direction précise, pensant peut-être au territoire le plus apte à nous accueillir dans le futur. Les cultures s'échangeaient, fusionnaient, pour au final n'en former qu'une.
Nous avions créé notre propre langue, alphabet, calligraphie et règles de grammaire. Par exemple, le genre grammatical n'existait plus. Pendant les premiers mois de notre arrivée, un par un, chaque candidat et candidate avait dû donner ses gamètes. Celles-ci allaient servir à la création de la population du monde de demain. Les enfants évolueront dans leur propre espace. Ils apprendront grâce aux méthodes d'enseignement que nous avions établies. 2 gamètes du même territoire ne pouvaient pas être associées. L'identité des géniteurs ne serait jamais révélée. Les progénitures seront frères et sœurs sans distinction. Ça y est, quelqu'un a appuyé sur le bouton. C'est la grosse explosion même si on ne la voit pas. Désormais, chaque minute compte et il faut vite partir d'ici. Je fais des choses, je ne sais plus quoi, mais je perds du temps. La ville ressemble à une fausse ville où on fait des essais militaires. Toutes les maisons sont des plains-pieds de banlieue américaine, des murs blancs et des toits gris. Pour une raison ou une autre, je sais que les fenêtres sont à double vitrage. D'ailleurs, je vois à travers ces fenêtres qu'à l'intérieur des maisons, il y a des panneaux d'indication qui ressemblent à ceux des parcs d'attractions ou des sites touristiques. Je m'égare, je suis pressée de partir, mais en même temps, pas vraiment. Une alarme commence à sonner. C'est l'alarme qui indique que le dernier train pour évacuer la ville va partir. C'est le train pour les personnes qui sont restées trop longtemps ici, qui sont déjà trop infectées. Je monte dans ce train rempli de marginaux, des punks à chiens et des SDF. Le terminus, c'est une colline délabrée, avec des ruines et des carcasses de voitures. Je me rends compte que j'ai pris un sac à dos, et que ce sac à dos est rempli de livres. C'est le cas pour tout le monde ici. On a tous pris des livres pour se les échanger. Je crois même que le livre devient notre monnaie. Et puis je suis un peu triste parce que j'ai vraiment pris des livres ennuyeux, comme Simplissime, les recettes végétariennes les plus faciles, alors que j'aurais pu prendre mes meilleures bandes dessinées. À un moment donné, il y a un tabac ouvert sur cette colline. Tout le monde fait la queue calmement pour y rentrer. C'est un tabac qui vend également des couteaux et des kits de rasage. Je dis à la buraliste que c'est quand même étrange cette situation. Et puis faites attention parce que c'est la fin du monde. Alors à tout moment, tout le monde vous dévalise votre tabac, madame. Elle me regarde d'un air de le dis pas trop fort. En fait, personne n'y avait encore pensé.